Là maintenant, c'est l'âge d'or du joueur, clairement. En décembre, tu as signé avec Florian Siriex pour Save the Meeple. Tu peux nous dire où en est le développement du jeu? Le développement est quasiment terminé, le développement mécanique du jeu est quasiment terminé. On est quasiment prêt à attaquer la phase matérielle et graphique, bien que le matériel est déjà beaucoup en avancé aussi. Mais on n'a pas commencé à faire bosser Anne dessus, parce que forcément c'est Anne Etsy qui va faire Save the Meeple, vu que c'est la suite de Meeple War, même si ça n'a rien à voir mécaniquement, c'est la suite dans l'histoire. Donc on va faire appel à elle, et j'espère à elle pour le troisième qui arrivera derrière. On fait une saga du Meeple, carrément. Donc on en est là. Pour le moment, je vais peut-être démarrer bientôt, mais j'aimerais bien, quand on parlait d'export, j'aimerais bien le lancer, faire une sortie monde là-dessus. Donc en parler à mes partenaires export, et j'envisage de leur en parler maintenant, c'est-à-dire au moment où mécaniquement, voilà, c'est bon, ils peuvent vraiment se donner une idée du jeu, et de les faire jouer au proto tel que l'a fait Florian, qui était déjà propre, quoi. Et du coup de les faire participer au développement graphique et thématique, même s'il y a des contraintes, ce sera Anne, ce sera dans l'esprit de Meeple War parce que c'est la suite, ce sera. Mais tu vois, il peut y avoir des suggestions de matériel, de choses, enfin les impliquer un peu plus que plutôt que d'aller les voir à la fin et lui dire bon voilà j'ai fait ça, ça vous plaît, j'espère, parce que sinon de toute façon c'est fait. Tu vois, donc essayer de les impliquer plus en amont. Eh ben oui, c'est amusant cette idée de suivre une histoire sur plusieurs jeux aux mécaniques complètement différentes. Ça t'est venu d'où en fait cette idée? Je pense que c'est j'allais dire dans l'air du temps, que c'est une phase du développement du monde ludique. C'est-à-dire que il y a 20 ans, tu jouais à un jeu à l'allemande qui avait on peut appeler ça un graphisme, mais faut être gentil, qui avait une thématique floue mais tu t'en foutais parce que voilà, c'était la mécanique, la chose, tout, et puis petit à petit on s'est mis à dire ben non, mais la thématique c'est important, l'objet et le traitement graphique aussi. Et pourquoi tout ça c'est important? C'est parce que, comme dans plein d'autres médias culturels, quand tu joues à un jeu, quand tu proposes un jeu en tout cas, tu racontes une histoire. Alors, c'est pas aussi fort qu'un film ou qu'un livre. Là vraiment, tu ne fais que ça. Tu racontes une histoire. Mais quand même, tu racontes une histoire et donc tout ce qui va permettre de mieux scénariser une partie, de mieux raconter cette histoire, et notamment raconter une histoire sur plusieurs jeux, ça en fait partie aussi. Voilà, ce genre de choses. C'est ce qui fait que ce que selon moi, par exemple aussi, le Legacy est arrivé et marche bien. C'est ce qui fait, ça se traduit dans plein d'aspects, quoi. Pas que le graphisme, pas que ci, pas que ça. On commence à vraiment penser ce médium, artistique, parce que bon, alors là c'est un autre débat. Hein, il y en a plein qui vont dire que c'est pas de l'art, que tout ça, mais bon, c'est un média culturel pour être consensuel, comme un média à part entière, et donc voilà, tu utilises les codes et les moyens des autres parce que c'est la même chose. Est-ce que c'est pas un moyen aussi pour l'éditeur de créer ou d'affirmer son identité? Non, pas, ouais, peut-être. Je sais pas ça. Moi, je pense plus à l'identité du jeu, quoi. Enfin, tu vois, tu crées un univers, tu crées une histoire, tu mets pas forcément en avant l'éditeur là-dedans. Enfin voilà, le but c'est de mettre en avant le jeu, le produit que tu mets. C'est pour ça que sur mes boîtes, il n'y a pas mon logo sur la couve.
Il y a pas, tu fais une couve, tu mets le nom de l'auteur, tu mets la signature de l'illustrateur, et puis voilà, tu présentes ça, quoi. C'est ça que les gens ils vont le jouer. Ils vont, alors peut-être un jour, tout le monde dira s'acheter le dernier Boule Cocker parce qu'il vient de sortir, hein. Mais bon, ils vont surtout s'acheter le dernier jeu de Boule Cocker, donc c'est le jeu qui est important. Voilà. 2014, un jeu. 2015, un jeu. 2016, 2 jeux. 2024, 12 jeux. Non. Déjà 2016 de jeu, j'aurais pas dû. Tu vois, c'était un peu trop tôt dans mon développement. Clairement, j'avais juste la trésor pour le faire, et du coup là, je galère en trésor. Je suis limite parce que il faut les suivre. C'est ces jeux une fois que tu vois. Il y a des frais derrière, puis même un retirage. Quand tu fais un tirage, tu avances le pognon et puis il revient longtemps après, quoi. Donc voilà, quand tu fais ça sur 5 jeux maintenant, voilà, il faut une trésor, il faut un truc. Bon, il y a ça c'est l'argument purement matériel, on va dire. Et puis tu as le fait que de toute façon, je pense que en me forçant beaucoup, j'arriverai à faire 3 jeux par an, parce que ça me prend du temps, quoi. Enfin, tu les développes, tu laisses du temps au temps aussi. Il y a des fois, tu sais, mais là on bloque, on n'y arrive pas, on attend, on va bosser sur autre chose, on va faire un autre truc, puis on va y revenir, voilà, c'est pas, tu prends pas un jeu, et puis tu dis, bon, alors, j'ai trouvé un illustrateur, hop, il bosse, j'ai trouvé un fabricant, j'ai des devis, hop, youpi, et puis, il roule ma poule, quoi. Non, ça prend du temps. En plus, c'est le temps, moi, qui m'intéresse le plus, le temps du développement. Donc, tu vois, je vais pas rogner là-dessus pour, faire d'autres choses, pour faire plus de compta, ou plus de, tu vois, non, si je pouvais faire plus de développement et moins de compta, par exemple, tu vois, je pense que j'irais plutôt par là. Non pas que je n'en veux aucunement à mes comptables. Hein. J'ai la rareté d'avoir un comptable joueur, donc il y a pas mal. J'en connais que 2 en France. Il y a Laurent, du nom de Pléiade, et puis il y a mon comptable à moi. Donc tu vois. Avec ton parcours de plus d'une trentaine d'années dans le secteur ludique, oula. Oui. Quel regard portes-tu sur son évolution? Y a-t-il eu des changements majeurs, des choses que tu regrettes, sans être dans le c'était mieux avant, évidemment, ou au contraire des avancées positives? Alors le regard de Papy Ludo. Oui, globalement, il y a plutôt eu plein d'avancées positives. Déjà, ne serait-ce que l'offre. Tu regardes, il y a 25 ans, l'offre, c'était pas dur, hein. Moi, dans ma ludothèque, je lisais tous les jeux il y a 25 ans. Il y en avait 4. Bon, voilà, hein, je vais les acheter. Ça va pas être trop dur. Faut que tu joues à tout. Si, il y a quand même un point négatif, c'est que l'abondance de l'offre fait que, notamment, il y a certains jeux qui s'en sortent moins bien. Un jeu apprentissage où il va te falloir 2-3 parties pour vraiment te sentir bien, notamment la première où tu vas vraiment juste apprendre les règles et te planter. Tu vois, ça maintenant, ça passe très difficilement, quoi. Et est-ce que ça n'a pas durci les relations entre les éditeurs? Le fait qu'il y ait plein d'offres? Oui. Pas tant, non. Non, franchement, actuellement, non. Moi, j'ai pas de... Non, pas de ce côté-là, non. Je dirais pas ça. Sinon, ce que ça a apporté d'autre, tu le vois, hein, tu reprends un jeu il y a 30 ans, tu prends un jeu maintenant, voilà, tu vas le voir Insta, il est plus beau, le matériel est plus travaillé, les règles sont travaillées, donc la qualité a grandement... on va dire qu'il y a 15 ans, 20 ans, c'était l'âge d'or de l'éditeur. Tu te lances une maison d'édition il y a 15 ans, et à personne, tu y vas, tout ce que tu sors, ça va quasiment marcher, quoi. Là maintenant, c'est l'âge d'or du joueur, clairement. Après, les prochains âges d'or, on verra, mais voilà. Globalement, il y a plutôt eu des choses positives. Le fait que le marché se développe aussi, il se développe pas si mal que ça. Il y a plein de gens qui disent oh mon Dieu, ça grossit trop, ça va faire comme la BD, ça va faire n'importe quoi.
C'est pas impossible hein, qu'il y ait des mauvaises dérives, il y en a eu, il y en a déjà eu, et il y en aura sûrement. Enfin, je veux dire, c'est pas un milieu, je vois pas pourquoi il sera à part par rapport aux autres. Hein, tu vois, c'est un petit milieu qui grossit. L'avantage, ben là, on le voit cette année avec l'Union des éditeurs, les Sages, la Société des auteurs de jeux, le groupement des boutiques ludiques, je sais plus comment ça s'appelle, celui des cafés jeux. Tu vois, tout le monde se fédère comme ça. Parce qu'ils ont compris que justement on grossit et que ce serait bien de pouvoir parler d'une voix commune, par exemple aux autorités ou à la presse ou à tout ça, ou même juste entre nous, de pouvoir échanger, avoir. Et donc ça se fait plutôt en manière de, plutôt bien, je trouve moi. Après, oui, tout n'est pas parfait, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais et alors, les autres non plus, tu vois, c'est clairement pas pire qu'ailleurs, et c'est plutôt mieux, parce que globalement, il y a quand même pas mal de gens qui sont passionnés, quoi. Et mine de rien, même s'ils sont passionnés, tu peux gueuler des fois, dire, mais non, mais comment peux-tu dire ça, tu vois, mais globalement, t'as une grosse chose en commun, c'est la passion. Et ça, c'est cool. Tu peux expliquer très vite, tu as parlé de la crise de la BD, est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est? Ah ben globalement, alors après tous ceux qui font de la BD vont me jeter des pierres hein, pour mon résumé, mais c'est un milieu qui a grandi très très vite, qui du coup c'est peut-être pas structuré a pas pris les bonnes pratiques et tout ça, et qui maintenant croule sous l'offre et a pas réussi à gérer ça de manière si efficace que ça, bien que faut pas déconner, hein, c'est pas non plus ils sont pas ça marche encore bien, il y a des tu vois, tu vas aller à Terre de Légende là ou à des boutiques toulousaines qui marchent bien, tu vas voir des gens qui vont te parler d'une culture vraiment du roman graphique et de la BD qui est super riche aussi. De toute façon, c'est toujours ça. Le règne de l'offre, c'est souvent le règne de la qualité. Tu vas certes avoir des bouts à l'intérieur. Hein. Il y a des gens qui vont du coup sortir n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'ils pensent que c'est facile et que youpi. Mais il y a surtout plus de bonnes choses qui arrivent. Donc c'est bien. Mais ça demande d'essayer d'être vigilant aux dérives possibles. À l'heure actuelle, si tu regardes un auteur ou un dessinateur, je sais plus, à Angoulême, ils ont fait un état des lieux du métier et des statistiques. Le nombre de gens dans ce métier qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est effrayant, quoi. Enfin, voilà, ils ont plein de problèmes comme ça, mais dans les avances, parce que c'est pas comme dans le jeu. L'auteur et le scénariste et le dessinateur, ils vont te faire un produit fini et ils vont te le livrer. Et toi, vraiment, ne vas que, même si tu peux intervenir aussi en tant que si t'es un éditeur sérieux pour les guider, mais enfin, le gros du boulot, c'est quand même eux qui le font, quoi. Et ils vont le faire un an parce que ça se fait pas comme ça de dessiner tout un album, quoi. Donc normalement, ils bossaient sur avance. Alors aussi dans le milieu, on a des avances, elles sont plus anecdotique, bien que voilà, moi j'en suis quand même. Tout ça a grandement diminué, donc ça précarise le métier, ça, tu vois, ils ont pas, ils ont fait des avancées, mais ils ont pas réussi à avoir des structures qui renforcent la création. Au contraire, là, ça a plutôt tendance à être plus dur, quoi. Actuellement, un dessinateur ou un scénariste pour percer, voilà, hein, qui est pas simple. Donc il faudra qu'on évite ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a une des tâches du WEJ, l'Union des éditeurs de jeux de société dont je fais partie, c'est de se battre pour avoir un statut de l'auteur, par exemple. Il faut savoir que auteur de jeu, ça n'existe pas. Au point de vue légal, tu ne crées pas un jeu. Donc ça veut dire que tu n'es pas assujetti à la législation sur le droit de la propriété intellectuelle. C'est pas rien. C'est-à-dire que tu n'as pas de droit, quoi. Un mec peut te prendre un jeu et le copier, faire ce qu'il veut. Tu vas en chier, quoi. Alors, on peut toujours se battre et faire des choses, mais
La loi est pas prévue pour toi, quoi. Ça commence à changer, mais même les AGSA, qui sont l'organisme qui va gérer tes droits et tout ça, reconnaît certaines personnes, mais pas d'autres. Enfin, tu vois, c'est pas... Et puis, dans la loi pour l'auteur d'œuvres intellectuelles, c'est une liste exhaustive. Donc, tu as l'auteur de livres, le scénariste, l'auteur, compositeur, interprète pour musique, enfin bon, tout un tas. Mais t'as pas auteur de jeu, qui est pas dedans. Donc non, tu vois. Alors, il commence à y avoir quelques jurisprudences qui vont dans le bon sens, mais ça va être un combat long. Déjà de ce point de vue-là. Et après, voilà, il faut aussi un combat dans les pratiques, dans les. Là, c'est ce qui aiderait bien, ça pourrait être de dire. On augmente vachement le pourcentage des droits d'auteur. Moi, je veux bien le faire, ça. Mais s'il y a que moi qui le fais. Voilà, je vais pas le faire longtemps, déjà. Et puis, donc voilà, si on arrive à se fédérer, peut-être y arriver un jour, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, malgré tout ce que les gens disent et pensent, si je viens voir la majorité des gens et leur dis tu vas payer ce jeu 5 € de plus, mais ces 5 € je vais les donner à l'auteur. Eh sur le papier, ils vont tous te dire oui, oh, c'est génial ce que tu fais, hein. Mais en vrai, quand ils vont aller acheter leur jeu, ils vont acheter celui qui a 5 € de moins. Et voilà. Donc il faut que ce soit quelque chose de global qui est imposé, et ça prend du temps, et ça, voilà, ça fera, voilà. Mais ça progresse, petit à petit. Oui, moi j'ai pas prévu de mourir, donc je suis pas emmerdé, moi. Attends. Voilà.